histoire des Gaulois. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Éric Meyer. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de Géo-Histoire. Vous venez de sortir ce numéro totalement dédié à nos ancêtres, les Gaulois. Hasard du calendrier ou pas. Ce sera la sortie d'Astérix. Voilà le dernier Astérix et Obélix qui vient de sortir. Évidemment, déjà un succès, 5 millions d'exemplaires de tirés. Je vous le donne si vous ne l'avez pas déjà. Eh bien voilà, il est pour vous. Super cadeau. Astérix, meilleur allié des cours d'histoire sur les Gaulois ou pire ennemi des historiens, Éric Meyer? Plutôt pire ennemi, on va dire, parce que c'est vrai que notre imaginaire, notre connaissance, pardon, des Gaulois, connaissance réelle, nous, Français, qui avons été à l'école, qui avons lu Astérix, tous, parce qu'il y a Astérix beaucoup, notre connaissance des Gaulois est marquée par la BD, par la fiction, et pas par l'histoire, parce qu'on a tout oublié, on ne sait rien, on sait juste qu'il y avait un gros et un petit... Voilà, un livreur de menhir, un village qui résistait à l'envahisseur, des druides qui concoctaient des potions magique, on a tout faux? Il n'y a pas tout faux, mais il y a beaucoup de choses fausses. Et c'est justement pour ça qu'on a fait ce numéro sur les Gaulois, pour raconter la vérité, les vérités, l'histoire derrière les mythes. Alors, qui étaient vraiment les Gaulois? C'est à cette question que vous répondez dans ce numéro qui est vraiment passionnant. La vérité derrière les mythes, en effet, c'est le sous-titre. On les a souvent décrits comme des guerriers plutôt sauvages, au regard des Romains qui étaient plutôt développés, instruits. Est-ce que ça, c'est réaliste Non, ça c'est déjà faux. Les Gaulois, ils avaient une société, des institutions. Leur ville, il y avait un certain nombre de principes institutionnels. Enfin voilà, il y avait déjà une certaine sorte de millefeuille administratif qu'on retrouve dans la France d'aujourd'hui. Non, c'est tout à fait inexact. Ils commerçaient. Ils commerçaient avec les Grecs. Enfin, c'était des gens, c'était pas des gens qui se tapaient dessus dans la forêt des Carnutes avec s'envoyaient des sangliers à la figure. Non. Après, il y a des choses justes aussi. D'où vient cette idée justement des Gaulois barbares? Elle vient d'abord du fait qu'on est marqué par Astérix, comme je l'ai dit, et puis les Gaulois n'ont pas laissé d'écrit. Aussi, c'est pas un peuple n'a pas laissé d'écrit. Il n'y avait pas de documents, pas de notes, tout passait à l'oral, c'est ça ? Tout passait à l'oral, et puis on n'en a rien trouvé. Il y a beaucoup de recherches archéologiques, mais enfin, il n'y a rien d'écrit. Quand une civilisation qui ne laisse pas d'écrit, c'est quand même des trucs qui se perdent en route. Voilà. Et puis, un autre phénomène moins connu, nous on dit les Gaulois, d'ailleurs on prononce le mot gaulois depuis qu'on a commencé ensemble, c'est pas homogène, c'est pas un peuple homogène. C'est un véritable melting pot. Oui, melting pot. Alors il y avait dedans les Carnutes, la fameuse forêt des Carnutes, des Éduins, des Vénètes, enfin il y a des tas de peuples et de sous-catégories qui ont composé les Gaulois. Nous on dit les Gaulois, mais si on se replace à l'époque, c'était comme, je sais pas, les Alsaciens, les Basques, les Allemands, les Français, les Italiens, je sais pas, enfin c'est une grande variété. Donc ça aide pas à les définir de façon unique. Et ça pousse à la caricature, y compris la moustache, le casque, etc. C'est ça, parce qu'on va voir justement la caricature traditionnelle du Gaulois, c'est le géant barbu ou blond avec des nattes, la moustache, c'était pas forcément le cas. Non. Du tout. Pas du tout, d'ailleurs. Ils n'étaient pas plutôt plus grands que les Romains, par exemple. Non. Alors, plein de clichés, et puis aussi, vous le disiez vous-même, quand même, des descriptions parfois tout à fait réelles. J'en ai repéré une, quand même, qu'on a tous en tête dans les albums d'Astérix et Obélix. C'est les Gaulois qui n'ont peur que d'une chose. Le ciel. Le ciel qui leur tombe sur la tête. Alors, cette phrase, j'ai découvert en lisant votre magazine que ce n'était pas seulement une phrase de BD. Non, ça c'est vrai, parce qu'à l'époque, ils avaient une conception du monde. Forcément, ils ne savaient pas toutes les connaissances. Ils n'étaient pas allés sur la Lune, ils n'avaient pas envoyé les fusées, ils n'avaient pas eu machin. Que le monde était une sorte de système où il y avait un toit, quoi, enfin des piliers, et un toit, une voûte, voilà. Puis qu'un jour, la voûte, elle pouvait effectivement tomber sur la tête. Mais bon, ça, c'est dû aux connaissances que nous avons aujourd'hui qu'ils n'avaient pas. Il y a le fameux village d'irréductibles gaulois, bien sûr. On allait repérer où se trouvait ce fameux village d'Astérix et d'Obélix. Il se situe ici, dans le nord du Finistère. Est-ce que ce village a existé? Est-ce qu'il était situé à cet endroit-là? Non, dans Astérix, il est là, mais dans la réalité, d'abord, il n'y en a pas eu, ou il y en a un qui a résisté un peu plus longtemps que les autres, qui est situé dans le Lot. D'accord, qui porte un nom à rallonge que, pardonnez-moi, Uxellodunum.
Xélodunum. Voilà, donc celui-là a résisté un peu plus longtemps que les autres. On voit à l'écran, donc, oui. Donc voilà, mais oui, ça fait partie des mythes. Et pourquoi alors, si celui-ci a résisté plus que les autres, puisque on se souvient bien sûr de la bataille d'Alésia qui signe la capitulation de Vercingétorix, et finalement il y a toujours ce petit village qui résiste, on n'en parle pas. Il a tenu un peu plus longtemps que les autres, ouais. Peut-être parce qu'il a un nom compliqué, je ne sais pas. Dans toutes les guerres, il y en a toujours qui résistent un peu plus longtemps que les autres. Il y a justement un grand mystère qui subsiste aussi autour de cette fameuse bataille d'Alésia, puisqu'on parlait de cette dernière grande bataille avant la victoire des Romains, on parle de la bataille d'Alésia. Alors Alésia, c'est où? Et bien là encore, ça déchaîne les passions. 21 siècles, quasiment 21 siècles après cette défaite historique. Alors ça c'est véritablement ce qui, à titre personnel, me fascine dans ces histoires. Quand on fait géohistoire, en fait, c'est l'aspect contemporain, extrêmement contemporain des choses. Alors là, on y est complètement. Il y a 2 villes en France, villages, qui se disputent la paternité de cette bataille. Et ça, c'est vraiment très marrant, à la fois marrant et intéressant, parce que oui, on est aujourd'hui... Alors pourquoi ils se disputent cette affaire? Parce que bien entendu, si vous êtes sur le lieu où s'est déroulée cette bataille, vous avez des touristes qui arrivent, vous avez de l'argent qui arrive à la fin. Mais il y a eu des fouilles, il y a eu des découvertes. Donc officiellement, il faut quand même le dire, je crois que c'est en Côte d'Or normalement, et on dit que la bataille d'Alésia a eu lieu à Alys-Saint-Traine. Voilà, mais il n'empêche qu'il y a un village dans le Jura qui conteste ça, et puis encore lors du Tour de France en 2017, je ne parle pas de 2017 avant Jésus-Christ, bien entendu. Donc en 2017, il y a eu une petite polémique sur ça passe dans le vrai village ou ça passe dans le faux village. Bon, je ne sais plus exactement quoi, mais en tout cas, ça a fait un peu, ça a chauffé. À Chaudet-Crotenay, puisque les habitants de Chaudet-Crotenay souhaiteraient avoir le privilège d'avoir vu la bataille d'Alésia. Mais au-delà de ça, sérieusement, des archéologues travaillent encore aujourd'hui. Ils travaillent, les archéologues, et ils travaillent sur des sites gaulois. Ils découvrent des choses encore en 2021. Là, il y a des fouilles qui sont faites avec des choses qu'on découvre. Alors et qui évidemment sont intéressantes sur le plan historique, mais aussi intéressantes, il ne faut pas se mentir, sur le plan économique, sur le plan du tourisme, parce qu'évidemment tout ça est explosé. Comme en Égypte d'ailleurs, c'est pas bien différent. En Égypte, ils font des fouilles et puis, en ce moment on peut pas trop y aller, mais à l'époque on pouvait y aller beaucoup. C'était aussi utilisé à des fins économiques et touristiques. L'archéologie n'est pas simplement un machin comme ça qui intéresse que 3 personnes, c'est vraiment stratégique. Bien sûr. Et donc en France, il y a beaucoup de fouilles sur les sites gaulois. Voilà. Et ça continue finalement. Et ça continue en 2021. D'ailleurs, on le raconte dans ce numéro. En 2021. Quels sont les lieux qui font l'objet de fouilles et qu'on peut, pour certains, visiter. Et voilà. Alors, en introduction de votre magazine, vous écrivez qu'il est utile, sage, voire salutaire d'effectuer des retours en arrière, d'observer ce que l'histoire nous enseigne. Elles sont là, les racines de France multiples et enchevêtrées. Est-ce que ce message est un message subliminal au candidat à la présidentielle? Non, je ne fais pas de message politique dans Géohistoire, mais c'est l'histoire qui parle. Quand on regarde l'histoire des Gaulois, j'en parlais il y a quelques instants, déjà le peuple gaulois, là, c'est pas un peuple homogène. Donc il y avait toutes ces sous-peuples ou des sous-parties. Et donc quand on s'interroge sur, effectivement, c'est le débat, d'ailleurs dans les 2 villages que vous mentionniez tout à l'heure, le débat émerge très vite sur quelles sont les racines de la France. C'est quoi? Oui, il y a plein de choses. Il remonte aux grottes de Dordogne, il remonte Clovis. L'histoire est peuplée d'événements comme ça, ou de moments où les gens se disputent et disent quelles sont les racines de la France. Et donc quand on est dans le machin gaulois, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Les Gaulois, c'est qui? C'est des Éluins, c'est des Vénètes, c'est des Carnutes. Bon, donc à partir de là, j'ouvre un débat qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, mais qui mérite d'être posé. Eh bien voilà, c'est passionnant. Et vous pouvez lire Les Gaulois, c'est dans Géohistoire. Merci Éric Meyer, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air.